Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un texte assez court mais vraiment percutant. Il est de Pierre G. Martin, ça s'appelle Une morale accommodante. Mhm. Et ça nous pose une question, je trouve, assez fondamentale sur notre morale. Est-ce que c'est un bloc de principes, quelque chose de fixe, ou alors est-ce que c'est bien plus flexible que ça? De la pâte à modeler en quelque C'est sorte. ça. Et donc notre mission, ça va être de décortiquer l'idée centrale du texte. Elle est posée dès la première phrase, et c'est assez radical. Ah oui, elle donne le ton tout de suite. L'auteur dit: «L'homme pense et agit toujours selon la nécessité de sa nature». D'entrée de jeu, ça met un peu à mal l'idée qu'on agirait par pur idéalisme. On va plonger là-dedans. C'est une porte d'entrée parfaite, parce qu'elle est à la fois simple et d'une densité incroyable. Le truc avec la nécessité de sa nature, c'est que ça sonne un peu déterministe, comme si on n'avait pas vraiment le choix. Oui, comme si on était programmé. Exactement. Mais il faut pas le comprendre au sens juste biologique, genre le besoin de manger, de dormir. Le texte suggère que c'est beaucoup, beaucoup plus large. D'accord. Ça englobe nos besoins psychologiques, le besoin de reconnaissance, nos peurs, nos désirs, et même le contexte dans lequel on est. C'est tout ce qui, à un moment donné, nous pousse à agir. C'est pas juste l'instinct, c'est notre configuration personnelle de l'instant. D'accord. Donc c'est moins je suis programmé pour, et plus toutes les pressions, internes comme externes, me poussent dans cette direction. C'est ça. Et c'est justement ce qui amène à la vraie thèse du texte. Et là, c'est un renversement total de notre vision habituelle de la morale. Oui, la phrase d'après, c'est la vraie clé. Mhm. Il dit: «Il ne vit jamais en fonction d'une morale, mais se choisit une morale conformément à sa nécessité». Voilà, c'est ça la fameuse morale accommodante. C'est une idée très, très forte, Ça veut dire que la morale, ce n'est plus le phare qui guide le bateau, non? mais plutôt la carte qu'on dessine après pour justifier le trajet qu'on a fait. C'est une excellente analogie. C'est tout à fait ça. D'habitude, on voit la morale comme une boussole. Elle indique le nord, le bien, et on essaie de suivre. Oui, Là, le texte nous dit non. On avance d'abord, poussé par nos besoins, et seulement après, on sort une boussole qui, comme par hasard, pointe exactement là où on est déjà allé. ah oui, c'est bien résumé. La morale devient un outil de justification, Une rationalisation, et non plus un principe directeur. C'est déstabilisant. c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour que ça ne reste pas juste une théorie, l'auteur prend un exemple choc. Celui du meurtre. Exactement. Il part d'une situation qu'on connaît toutes, quelqu'un qui déclare avec une certaine fierté: «Ma morale m'interdit de tuer. Je suis une bonne personne». Bien sûr, c'est un pilier de notre identité, de notre civilisation, Et là, l'auteur, il arrive et il dynamite tout ça. complètement. Il dit que cette fierté, elle est facile, elle ne coûte rien. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans notre vie de tous les jours, bien protégée, bien confortable, Hmm. la plupart d'entre nous ne ressentent jamais, mais alors jamais, la nécessité de tuer. On n'en a ni l'envie ni le besoin. Donc, notre belle morale, elle n'est jamais vraiment mise à l'épreuve. Il appelle ça une vertu de confort. J'avoue que l'expression, elle m'a marquée. C'est provocateur, c'est certain. Une vertu de confort, c'est assez cynique, non? Ça nous force à nous demander si nos principes tiennent debout parce qu'ils sont solides ou juste parce que personne n'a jamais vraiment soufflé dessus. C'est ça la question. Le texte nous met au défi, est-ce qu'une conviction qui n'a jamais été testée par une nécessité contraire est une vraie conviction? Ou juste l'absence de tentation. Voilà. Et l'auteur y penche clairement pour la deuxième option. La morale, dans ce cas-là, c'est pas le fruit d'un combat intérieur, c'est juste le reflet de nos circonstances paisibles. Et là où ça bascule, et où ça devient, je trouve, beaucoup plus dérangeant, c'est quand il imagine la suite. Mhm. Il écrit: «Mais que survienne un événement ou une situation qui me pousse à envisager sérieusement cette action, alors je trouverai une morale qui m'y autorise». C'est vertigineux. Il ne dit pas «je pourrais craquer», il dit «je trouverai une morale». Comme si on allait activement bricoler un nouveau système de valeurs. C'est le cœur du mécanisme. C'est pas une simple défaillance, une perte de contrôle. Non, le texte suggère un processus bien plus sophistiqué. De réalignement cognitif. Un réalignement. Oui, prenons un exemple. La légitime défense, votre vie est menacée. D'accord. Là, la nécessité change complètement. C'est plus le confort, hein, c'est la survie. Le principe abstrait «tu ne tueras point» entre en collision frontale avec la nécessité «je dois survivre». Oui, je vois. Et selon le texte, ce qui va se passer, c'est pas qu'on va violer notre morale en s'en voulant, c'est qu'on va la remplacer. Ah,
La morale de la légitime défense, du droit de protéger sa vie, va prendre le dessus. Et elle va nous permettre d'agir non pas en se sentant coupable, mais en se sentant justifié. Justifié, oui. On n'a pas trahi nos valeurs, on en a activé de nouvelles qui sont plus adaptées à la situation. Donc on ne se dit pas « j'ai fait une chose mal pour une bonne raison ». Non, On se dit, dans ce contexte, ce que j'ai fait était la bonne chose à faire. La morale elle-même a changé de forme. c'est exactement ça. La morale devient contextuelle, l'absolu devient relatif. Et ce qui est puissant, c'est que ce mécanisme, il nous permet de garder une image positive de nous-mêmes. On reste une bonne personne, Bien sûr. parce qu'on a agi en accord avec une morale, même si c'est une morale qu'on vient de se fabriquer sur mesure. L'exemple du meurtre est extrême et il illustre très bien le propos, hein. Oui, Mais le point qui rend ça vraiment universel, c'est quand l'auteur précise « c'est ainsi comment la plupart des gens se comportent ». ce n'est pas l'exception. Non, ce serait la norme, c'est pas le fonctionnement des psychopathes, c'est notre fonctionnement à tous. Mhm. L'idée d'une morale de principe solide comme un roc serait donc... Une illusion. C'est une vision assez sombre de l'humanité quand même. Sombre ou peut-être juste pragmatique. Oui, c'est ça. Parce que si on sort des cas extrêmes, on voit ce mécanisme à l'œuvre tous les jours, Ah oui, dans des situations bien plus banales. L'auteur nous invite à regarder nos propres vies, en fait. Penser aux petits mensonges pour éviter un dîner de famille un peu ennuyeux. d'accord, je vois. Notre morale officielle, c'est « il ne faut pas mentir ». Mais la nécessité du moment, c'est notre besoin de tranquillité. Éviter un conflit. Voilà. Alors, on se trouve une mini-morale d'exception. Oh, c'est un mensonge blanc, ça fait de mal à personne, et puis ça préserve l'harmonie. Et hop, L'acte est justifié, justifié. je vois. Ou le militant écologiste qui s'achète le dernier smartphone. Très bon exemple. Sa morale officielle, c'est la critique de la surconsommation. Mais sa nécessité, c'est... Le besoin d'intégration sociale, l'efficacité au travail. Et donc, il va se construire une justification. C'est un outil de travail, je vais le garder longtemps, la marque fait des efforts. Précisément. On est tous des experts pour créer ces zones franches morales. Le texte suggère que notre esprit est une sorte de cabinet d'avocats interne. Et son seul client, c'est notre propre nécessité. Et il est très doué pour nous donner raison. Incroyablement doué. Et ce n'est pas de l'hypocrisie pure au sens où on serait conscient de mal agir. C'est plus subtil. On se convainc sincèrement que notre morale du moment est la bonne. Ce qui est fascinant et paradoxal, c'est la suite. Si on est tous des bricoleurs de morale, on devrait logiquement être assez indulgents les uns avec les autres, non ? On pourrait penser, oui. Chacun gère ses propres nécessités. Exactement. Or, l'auteur pointe l'inverse. Il écrit « Il est donc ironique que, souvent, les gens cherchent à imposer leur propre morale aux autres. C'est une contradiction énorme. Comment on passe de cette flexibilité totale pour soi à cette rigidité absolue pour les autres ? C'est le deuxième grand retournement du texte. Et l'explication qu'il propose est purement psychologique. Le besoin d'imposer sa morale aux autres serait en fait une manière de se rassurer. Se rassurer, Oui, c'est très contre-intuitif. On a l'impression que les gens qui jugent les autres sont sûrs d'eux, de leurs valeurs. bien sûr. Le texte dit non, c'est tout le contraire. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux qu'ils le font. Ils ont besoin de se rassurer de quoi au juste ? De la validité de leur propre construction. L'auteur utilise une image très parlante. L'individu sent, confusément, qu'il est sur un terrain glissant. Un terrain glissant. Cette expression dit tout. Au fond, nous, on aurait une petite voix qui nous dit que nos grands principes sont peut-être juste des arrangements avec la réalité, qu'ils sont fragiles, qu'ils pourraient changer si nos circonstances changeaient. Et cette idée est angoissante. Très angoissante. Parce qu'elle menace notre sentiment d'identité, de cohérence. Donc, si je suis bien, plus ma propre morale est en fait une construction un peu bancale, plus j'ai besoin de crier partout qu'elle est universelle. C'est exactement ça. C'est un mécanisme de défense. Si j'arrive à convaincre les autres, et surtout si je m'entoure de gens qui pensent comme moi, alors ma morale personnelle et circonstancielle, elle change de statut. Ce n'est plus mon opinion, ça devient la vérité. Le groupe valide la construction. Le groupe rassure, comme dit le texte. Il transforme une croyance subjective en une norme sociale objective. Imposer sa morale, c'est pas tant pour contrôler les autres. C'est pour se contrôler soi-même. C'est pour solidifier ses propres fondations mouvantes. C'est une tentative désespérée de transformer la pâte à modeler en granit. C'est brillant et terrible à la fois. Si on résume le parcours, Allons-y. on part d'une morale personnelle, pragmatique, qui s'adapte à nos besoins. Oui, Mais cette adaptabilité crée une insécurité, ce fameux terrain glissant. tout à fait. Et pour combattre cette angoisse, on projette notre morale sur les autres. On essaye de la rendre obligatoire pour tout le monde.
Et ce faisant, on s'auto-convainc de sa solidité. On crée une illusion de permanence pour masquer notre propre fluidité. Voilà. Le moralisme rigide envers les autres, Serait le symptôme d'une flexibilité morale interne qu'on n'assume pas. C'est un paradoxe fascinant de la psychologie humaine. Et ce qui est important, c'est que le texte ne semble pas condamner ce mécanisme. Il ne dit pas si c'est bien ou mal. c'est vrai, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est une analyse, pas un serron. Et c'est ce qui en fait la force. Ça nous sort de l'image un peu naïve qu'on peut avoir de nous-mêmes, celle d'être guidé par de grands principes. Le texte nous tend un miroir moins flatteur, Un peu moins, oui. celui d'être profondément pragmatique, dont l'éthique est avant tout un outil d'adaptation. Notre morale serait moins une boussole qui pointe vers une étoile fixe qu'un couteau suisse. J'aime bien l'image. On sort l'outil le plus adapté à la situation. C'est peut-être moins noble, mais ça invite à plus d'honnêteté avec nous-mêmes sur ce qui motive vraiment nos convictions. C'est une conclusion puissante. Ce court texte nous oblige à nous interroger sur la solidité de nos propres certitudes et sur ce qui se cache derrière notre besoin de juger les autres. Et ça m'amène à une dernière question, une pensée pour la route. Si le texte a raison, si la morale est vraiment cette chose si personnelle, si adaptable à la nécessité de chacun, Oui. comment on fait pour construire une société? Comment peut-on avoir des lois, une justice qui sont censées être les mêmes pour tous, Hmm. si au fond, chacun de nous est en permanence en train de bricoler ses propres règles du jeu? Ça laisse songeur.